En tant que dirigeant d'entreprise, on n'est pas parfait, là. On est loin d'être parfait. Fait qu'on a à apprendre de tous les... C'est une chance, en fait, de travailler, de diriger des gens. On a à apprendre de tous ces gens-là qui nous entourent. Puis moi, dans plusieurs situations, au travers des dizaines d'années de gestion que j'ai appris à être une meilleure personne, à me remettre en question, à avoir une écoute de tous les instants parce que on côtoie des gens, puis c'est toujours, on rencontre des situations des fois, là, mais on a à apprendre de ces gens-là, puis c'est une richesse incroyable. Là. Moi, je pense que de travailler avec des gens, puis de les diriger, de les conseiller. C'est souvent réciproque, hein? Aujourd'hui, on vous présente une rencontre qu'on vient d'avoir avec Valérie Hamel. Valérie est directrice et copropriétaire du magasin de jouets Benjo à Québec. Plusieurs d'entre vous le connaissez certainement, ce magasin unique où on y vit une expérience qui nous ramène dans notre enfance. Et on a pu constater aujourd'hui que Valérie a su transposer cette expérience-là que nous vivons comme clients et l'amener au niveau de sa gestion et de sa relation avec son équipe. Bonne écoute. Ici Steven Garneau, bienvenue à notre nouvel épisode de notre balado. Donc, je suis comme à l'habitude avec mon vieil ami Michel Ferland, Mike pour les intimes. Salut Mike. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Valérie Hamel. Bonjour. Salut Valérie. Bonjour, bonjour. Content que tu sois avec nous. Valérie, directrice et copropriétaire du magasin de jouets Benjo, situé ici dans la région de Québec. Oui. D'ailleurs, je lisais un petit peu sur votre site web que vous targuez d'être le plus beau magasin de jouets à Québec. Oui. C'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Puis, en fait, je trouve même que vous êtes assez humble parce que, en tout cas, j'ai déjà lu à plusieurs endroits que c'est un des plus beaux au Canada et même un des plus beaux dans le monde. J'ai même déjà lu ça. Juste avant qu'on se rencontre tout à l'heure, j'avais ressorti un article parce que je me souvenais, ça avait fait un peu la manchette à l'époque qu'une certaine chanteuse, Céline Dion, était passée au magasin. En 2008, exactement. Oui. Puis l'article sur lequel je suis tombé disait que c'était vraiment un des plus beaux magasins au monde. Rien de moins. D'ailleurs, tu étais là à l'époque, toi, en 2008, quand il y a eu cette grande visite-là. Oui, moi, ça fait 15 ans que je suis directrice, copropriétaire, un petit peu moins longtemps, mais directrice. Et puis, en 2008, malheureusement, moi, j'ai manqué l'avenue de Céline Dion parce que j'étais en congé de maternité. Oh. Je l'ai vécu à distance et tout ça, mais non, j'étais pas présente cette année-là parce que j'étais en retrait pour mon congé de maternité. Ça a fait quand même tout un tapage médiatique. Je me rappelle qu'on avait entendu beaucoup parler à l'époque. Comme je vous dis, je l'ai vécu de loin parce que les téléphones et tout ça, je n'étais pas complètement déconnectée. Mais oui, nous, on a repeint, on a tout refait une beauté au magasin. On a su ça quelques jours avant sa venue, qu'elle avait un show à Montréal. Puis finalement, elle a pris l'avion. Elle est arrivée à minuit le soir, puis on a ouvert le magasin juste pour elle, et puis son garçon, et puis Remy Angelil, sa sœur, et tout ça. Qui était tout jeune à l'époque, c'est sûr? Là, je sais pas, il était jeune, oui. Il devait avoir, je sais pas moi, 5, 6, 7 ans peut-être. Oui, peut-être dans ces eaux-là. Puis, ils ont passé une partie de la nuit au magasin. Là, ils ont quitté aux petites heures du matin. Ah, quand même. Oui, avec des paquets cadeaux et tout ça. Donc, oui. Fait que ça a fait... une belle année pour Benjo, c'est sûr que c'est une super publicité. Là, on était très contents. Puis c'est des gens super sympathiques, super simples. Donc, parce que ça faisait quand même pas des années que c'était ouvert. Je pense que c'est ouvert en 2004, Benjo, si je me trompe pas. C'est ça, ça fait quelques années. C'était comme un peu les débuts par rapport à aujourd'hui là, de l'aventure du magasin. Là, oui, quand même. Ça a été 4 ans après l'ouverture. D'entrée de jeu, peut-être juste avant d'embarquer plus dans le vif du sujet, Valérie, juste mentionner aux gens qui nous écoutent qu'on se connaît. Hein, oui, on va expliquer un petit peu les liens, de quelle façon on s'est connus. On a travaillé, mettons, je parle plus pour moi, on a travaillé ensemble. Valérie, à l'époque, on s'est connus chez Archambault quand le magasin de Place Sainte-Foy a ouvert. Oui, en 96. 96, exactement, c'est ce que je me rappelais. Puis je me rappelle que c'est le 17 mars 96 parce que parce que c'est la Sainte-Patrick. Puis on avait été fêter l'ouverture après dans un bar, je m'en rappelle très très bien. On était bon pour fêter. On avait bien souligné l'ouverture du magasin, je me rappelle. Donc on s'est connus à cette époque-là, puis ça fait comme déjà 25 ans qu'on se connaît. Oui.
Moi, j'ai pas travaillé très, très longtemps. Je veux dire, comme Mike il disait en joke, presque en joke tantôt, j'ai travaillé là 30 minutes à peu près, mais j'ai pas été là très longtemps. Mais par contre, vous, Mike et Valérie, vous avez travaillé ensemble quand même vraiment plus longtemps, là, vous autres. Oui, dans plusieurs succursales aussi. Absolument. Moi, j'ai commencé... j'ai été embauchée, en fait, en 96 pour ouvrir Sainte-Foy, mais j'ai commencé mon entraînement dans le Vieux-Québec. Et puis, comme chef caissière. Donc... et après ça, quand Sainte-Foy était en mesure d'installer tout ça, j'ai retransféré à Place Sainte-Foy. Et puis là, c'est ça. J'ai échelonné les postes quand même assez rapidement, là, chef caissière, après ça, gestionnaire à l'administration. Je suis retournée au Vieux-Québec comme gestionnaire à l'administration, gestionnaire de la librairie. Je suis retournée à Place Sainte-Foy comme directrice adjointe. Et j'ai croisé Michel à quelques reprises. Mais là, c'est là qu'on a vraiment plus travaillé ensemble parce que Michel était directeur à cette époque-là. Donc, j'étais un peu son bras droit. Pas un peu, j'étais ton bras droit. Ah oui, en fait, tu faisais un bon travail de me faire bien paraître. Oui, on va le dire, là. C'était ça essentiellement que tu faisais. Non, mais c'était une belle époque. Hein. On a quand même eu du succès dans ce qu'on faisait, puis c'était vraiment le fun. C'était une belle... Moi, j'ai des bons souvenirs là, qu'on ait travaillé ensemble parce qu'on se complétait bien. Là. Tout à fait. C'est là que tu as commencé à faire de la gestion, en fait. C'est là que tu as... Exactement. C'est là que t'as Moi, commencé. je suis diplômée du cégep en sciences humaines avec maths. Tout à fait. Bon. Et puis, j'ai commencé pendant mon cégep à travailler chez Archambault à temps partiel. Et j'ai vite compris que je m'y sentais bien, puis que j'ai réfléchi, puis je pensais que je pouvais y faire carrière. Puis en fait, je pense que je me suis pas trompée. Ça me plaisait, tout était à découvrir, tout était puis rapidement, j'ai fait de la gestion. Là. Quand j'étais chef caissière, j'ai commencé à diriger des employés. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais faire, puis qu'il n'y aurait jamais de fin, en fait, parce que quand on gère des humains, on a beau faire ça pendant 20 ans, 30 ans, il y aura toujours des situations nouvelles, des personnes nouvelles avec des caractères différents. On n'a jamais fait le tour, on peut jamais dire. Jamais. C'est ça. Jamais. Donc, c'est ça. C'est sûr que l'être humain, c'est une créature particulière, puis il faut s'adapter, puis on n'a pas de... Moi, je trouve que... Puis ce que je trouve qui est vraiment intéressant dans la gestion, c'est qu'on grandit aussi par les gens qu'on côtoie, là. Oui. Fait que ça, c'est différent de gérer quelque chose qui est inanimé, mettons, là. C'est que souvent, moi, je vais grandir comme mes interactions avec mes employés. Ça, c'est clair, là. Fait que c'est ça qui fait que c'est jamais pareil. Puis on est en tant que dirigeant d'entreprise, on n'est pas parfait, là. On est loin d'être parfait. Fait qu'on a à apprendre de tous les... C'est une chance, en fait, de travailler, de diriger des gens. On a à apprendre de tous ces gens-là qui nous entourent. Puis moi, dans plusieurs situations, au travers des dizaines d'années de gestion que j'ai appris à être une meilleure personne, à me remettre en question, à avoir une écoute de tous les instants parce que on côtoie des gens, puis c'est toujours... On rencontre des situations, des fois, là... mais on a à apprendre de ces gens-là, puis c'est une richesse incroyable. Moi, je pense que de travailler avec des gens, puis de les diriger, de les conseiller. C'est souvent réciproque, hein? C'est vrai, c'était très, très vrai. J'aimerais ça, Valérie, qu'on parle un peu peut-être d'un sujet de l'heure. En fait, au moment où on fait l'enregistrement, on est en mai 2021. Il y a un sujet de l'heure qui dépasse tous les autres, qui est la pandémie, évidemment, dans laquelle on est. On ne parlera pas que de ça dans la rencontre, c'est sûr. On va sûrement y revenir un petit peu plus tard, mais on espère qu'au moment où on se parle, on est plus vers la fin que vers le début. Mais en tout cas, il y a certainement eu des impacts chez vous. On aura la chance d'y revenir un petit peu. Mais l'autre sujet de l'heure dont j'aimerais qu'on parle, c'est qui était déjà d'actualité avant la pandémie, qui s'est un peu effacé pendant la pandémie, mais qui revient de plus en plus à l'agenda, c'est la célèbre pénurie de main-d'œuvre. Oui. J'imagine que toi, tu l'as vécu, tu la vis probablement encore aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu vraiment avant la pandémie. Puis je vous explique pourquoi. C'est que moi, avant la pandémie, j'opérais un magasin de 25 000 pieds carrés avec des services différents. Donc moi, j'avais le plancher de vente, j'avais un restaurant, j'avais des ateliers qu'on offrait aux enfants, j'avais des fêtes d'enfants, j'avais des tours de train, j'avais tout ça. Donc, pour combler tous ces postes-là, ça me prend de la main-d'œuvre ou des gens extrêmement polyvalents, mais je peux pas embaucher juste un chauffeur de train puis lui donner 10 heures par semaine. Il faut que j'y fasse faire autre chose. Alors, c'était extrêmement difficile avant la pandémie de trouver de la main-d'œuvre. Écoutez, on annonçait partout, on faisait sur nos réseaux sociaux, Emploi Québec et tout ça. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui, c'est des gens qui veulent beaucoup
gravir les échelons rapidement, sans trop d'efforts. Donc, c'est difficile des fois à combler leurs besoins versus ce que toi, tu es capable de leur offrir. Donc, dans la réalité de mon magasin, c'est ce que moi, je vivais. La pandémie est arrivée. Moi, j'ai eu 3 fermetures de magasins, bon, comme tous les commerces non essentiels. J'ai dû mettre à pied, réembaucher, mettre à pied, les employés qui étaient comme permanents chez moi. J'ai réouvert mon magasin la semaine dernière et j'ai réembauché, pas en totalité, les employés que j'avais mis à pied, pas que je les ai congédiés ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que tous les services d'animation, de restauration et tout ça, je ne les offre plus pour le moment. Le restaurant, je l'ai fermé. J'ai installé mon local web dans cet endroit-là. Donc, j'ai plus besoin de personnel de restauration qui est extrêmement difficile à trouver avant la pandémie. C'est vraiment un secteur qui était quand même pas évident. En animation non plus. Ça prend des gens vraiment spécialisés dans ça. Je ne fais plus d'animation, donc je n'ai pas à combler ces postes-là. Ce qui fait que, pour répondre à ta question, Steven, oui, il y a une pénurie de personnel, mais pour le moment, je ressens pas trop avec la pandémie. Encore pour moi, ça va venir quand je vais recommencer à offrir des services un peu plus spécialisés, c'est certain. Mais pour le moment, je tire quand même bien mon épingle du jeu. Parce que ton objectif, c'est de revenir un peu comme c'était avant. Ce que tu viens de nous expliquer, c'est temporaire, en fait. La restauration, temporaire. Les ateliers, l'animation, Restauration, tout ça. je reviendrai pas. Ça, tu reviens, OK. Non, parce que, justement, en raison de la difficulté à me trouver du personnel pour combler ces postes-là, puis en raison d'espace, parce que j'ai besoin du pied carré. Maintenant, mon site Internet a tellement pris d'expansion que j'ai dû prendre tout ce local-là pour opérer le site Internet. Donc, je reviendrai pas de la restauration, mais assurément, l'animation, c'est ce qui nous différencie. Les tours de train, les fêtes d'enfants, les ateliers, c'est ce qui fait de Benjo ce qu'il est. Donc, oui, je vais revenir avec ça quand la pandémie sera terminée, évidemment. J'aimerais peut-être que tu me parles un peu de ton bassin d'employés ou ta main-d'œuvre. Vous êtes combien, en fait, d'employés? Mettons, en temps normal. Mettons, on se projette après la pandémie. Là, ça ressemblait à quoi, après, en temps normal, en basse saison, si je peux dire, on est entre 25 et 30. Puis, dans le temps des fêtes, l'été, qui est comme un peu notre deuxième Noël, nous, parce que c'est touristique. Moi, je suis zonée touristique. On peut monter à 45, 50 employés. Ouais. Oui, mais il y a pas beaucoup, étant donné que c'est diversifié, moi, les offres que je donne, c'est pas, il y a pas tant de temps plein que ça. Il y a beaucoup d'employés, mais qui font pas nécessairement un 40 heures, mais qui font un petit 20 heures, un petit 10 heures dans un département, un petit 10 heures. C'est 25 000 pieds carrés de magasin. Puis, on parlait un peu de recrutement et de pénurie de main-d'œuvre. En général, comment vous vous y prenez quand vous avez des besoins et tu as besoin d'embaucher? Là? Mettons, aujourd'hui, puis on va peut-être parler un peu de comment ça se passait avant, si tu as vu une évolution au fil des années, là, mais comment vous vous y prenez quand t'as des besoins à combler? Là? C'est quoi où c'est que tu annonces ça? À qui t'en parles? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai une superviseure aux ressources humaines. Donc, moi, je m'occupe pas de l'embauche en soi. J'approuve la dernière étape. Donc, quand on a un poste à ouvrir, on établit, on a comme des proformas, là. On établit selon le poste recherché. On annonce sur Facebook. On annonce à Emploi Québec. Sur notre site Internet également. Puis, on avait aussi... je cherche le nom. Jobilico. Ah oui, Jobilico. Oui, Jobilico aussi. Je vous dirais que le meilleur, là, c'est assez récent, mais c'est notre Facebook. Les gens postulent par Messenger. Moi, ma superviseure aux ressources humaines apprend tous les messages, elle communique avec eux. C'est la génération d'aujourd'hui. Hein? Il n'y a plus de CV qui est faxé ou envoyé ou juste par les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on réussit à trouver notre personnel. C'est de plus en plus courant, puis ce qui explique beaucoup ça, surtout pour une entreprise comme la vôtre, c'est que les gens, dans le fond, qui vous suivent sur les médias sociaux, c'est des gens qui adhèrent déjà à votre entreprise. Oui, c'est ça. Et des fois, les gens, maintenant, c'est pas juste un emploi qu'ils vont chercher, c'est un endroit. Oui. Fait qu'ils vont dire, moi, j'ai envie de travailler là, puis des fois, tu vas entendre, j'ai envie de travailler, peu importe, mais moi, j'ai envie de travailler là parce que j'aime ça être là. Donc, tu vois, c'est un bon angle. Là. Si les gens adhèrent déjà à ta page, ça veut dire qu'ils adhèrent déjà une partie de l'image de ton organisation. Puis la plupart du temps, les gens qui viennent appliquer chez Benjo, c'est parce qu'ils veulent travailler chez Benjo. Ils veulent pas travailler dans un magasin, ils veulent travailler chez Benjo.
on a un magasin, c'est une expérience unique, autant pour les clients que pour les employés. Il y a des amitiés qui se sont tissées là. Les gens qui viennent, ils viennent par passion. Quand tu viens animer une fête d'enfants, là, c'est pas parce que tu as postulé chez McDonald's juste avant, là, c'est parce que tu voulais venir chez Benjo faire des fêtes d'enfants. Puis il n'y a pas tant d'endroits que ça qui offrent ce service-là. Donc, c'est ça. On est comme une destination d'emploi, si on veut. C'est pas plus facile d'embaucher, remarquez, mais en tout cas, ça doit aider un peu. C'est sûr oui. que vous avez déjà une certaine réputation, une notoriété, puis comme tu dis, c'est pas comme aller travailler n'importe où dans le détail. Là. Non, c'est ça. C'est intéressant parce que dans le fond, tu fais référence un peu à une culture d'entreprise. Les gens adhèrent à ça, puis ils disent que ça sonne vraiment beaucoup comme si c'était une préoccupation pour toi, ta culture d'entreprise. Moi, c'est ça que j'entends. Là. C'est comme on est différent, les gens viennent travailler ici. Déjà, de la façon que tu le dis, on le sent. Là, Ben, moi, je suis fière de ça parce que c'est une entreprise qui est privée où tout est à faire. Puis je trouve que quelqu'un qui vient travailler chez nous, c'est tellement une belle école. Pas nécessairement pour les mêmes raisons qu'Archambault où tout était mâché, tout était structuré. On avait des beaux cartables, on apprenait toutes nos choses de gestion. Puis c'était bon, mais ça nous a bien servi. Ah oui, absolument. Chez Benjo, j'aime tout le temps dire, il faut toujours que tu te reverses un 10 cents. Il n'y a pas personne qui va te mâcher ton marketing. Si tes ventes diminuent, là, puis que tu as décidé qu'il faut que toi, tu prennes action. Donc, les employés qui me voient aller et que j'implique énormément dans tous mes processus apprennent chez nous, si ça leur tente, évidemment, là, mais je pense que c'est un emploi qui est assez stimulant. Je suis curieux d'aller plus loin un peu sur ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est systématique comment tu impliques les employés ou c'est instinctif? Est-ce que tu as des méthodes en place structurées ou c'est plus dans ton instinct naturel de dire ben écoute, je prends quelqu'un puis si je vois que ça répond, je l'embarque puis Alors, c'est B, la réponse. C'est très instinctif, mon affaire. Remarque que quand quelqu'un rentre chez Benjo, mon intention est toujours de les impliquer. Moi, je dirais jamais, c'est moi qui décide. Jamais. C'est vraiment pas mon style de gestion. Mais quand je vois du potentiel en quelqu'un, puis que je vois que cette personne-là, c'est donnant-donnant, elle veut, je remarque, c'est sûr qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Puis cette personne-là, je vais l'impliquer dans mes décisions, dans mes projets, je vais lui confier des missions, moi, je pense que ça peut juste la faire grandir. Moi, ça m'aide. Hein, chaque bon directeur, la meilleure qualité que tu peux pas avoir, c'est d'être bien entouré. Donc, voilà. C'est vraiment bon. Une petite question, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je suis curieux de savoir, parce que tu parlais de ton équipe, là, un peu de gestion. Ça ressemble à quoi, ton équipe de gestion? C'est quoi ton moi, j'appelle ça souvent ta garde rapprochée là, chez Benjo? Mes bras droits, mes pattes gauches, mes pattes droits. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. En fait, moi, j'ai 3 superviseurs. Donc, une qui s'occupe des ressources humaines. Un peu tout ce qui est administration, ressources humaines, déjà en soi, c'est un poste important. Donc, l'embauche, la formation, les horaires, les payes, tout ça. Elle s'occupe de cette portion-là. C'est ma belle Carole. Ensuite, j'ai Annabelle qui, elle, s'occupe un peu de tout le plancher. Avant, j'avais divisé ça autrement. J'ai eu des départs que j'ai remplacés, puis j'ai tout refait ma structure par rapport à la dernière année de pandémie. Il a fallu que je réfléchisse à savoir qu'est-ce qui était le plus pertinent pour moi. Donc, Annabelle, elle s'occupe de la marchandise. Elle, là, elle fait le remplissage, elle m'informe des tablettes qui sont vides, elle m'informe de ses idées de transformer les départements. Ça, Annabelle a fait ça et c'est une grosse job aussi. Et j'ai un superviseur aussi qui s'occupe du site Internet maintenant. Donc, c'est là où j'ai transformé un peu mon équipe de gestion. Avant, j'avais 2 superviseurs pour le plancher au total. Maintenant, j'en ai juste un. Et j'ai quelqu'un qui gère le site Internet et qui a aussi sous son aile les ventes corporatives qui prennent aussi beaucoup d'ampleur. Donc, moi, j'ai des écoles, j'ai des commissions scolaires, des services de garde, mais j'ai aussi un gros Noël corporatif. Il y a des compagnies, moi, qui achètent, comme, mettons, Bombardier, qui achètent 1000 cadeaux qui offrent aux enfants de leurs employés. Donc, Alexandre s'occupe de toute cette portion-là. C'est la facette cachée qu'on ne connaît pas. Hein? C'est le fun. C'est le fun d'entendre ça. Mais c'est le fun de voir que les entreprises québécoises encouragent les entreprises québécoises. Hein? Exact. C'est le fun. Oui, puis pendant la dernière année, on l'a vraiment entendu beaucoup. Les gens veulent encourager les entreprises québécoises davantage. Puis ce côté-là aussi s'est développé quand même pas mal.
Ouais, c'est le fun. Ouais. Puis ce que je constate dans ce que tu dis, dans le fond, tu as 3 superviseurs ou 3 dans ta garde rapprochée. Puis ces 3 personnes-là sont, je vais dire, assez transversales dans l'entreprise, dans le sens que c'est pas des gens qui s'occupent d'un département particulier, mettons, je veux dire un département de marchandises, mettons, c'est la personne, tu parlais, Annabelle, qui s'occupe de la marchandise, c'est pour tous les départements, c'est à la grandeur du magasin. Exact. L'autre personne pour le site web, ben, c'est pour tout ce que vous vendez sur le web. Oui. Puis ressources humaines, ben, c'est pour tous les postes que vous avez à combler. Tous les employés qui... C'est vraiment transversal, là, c'est ça. Oui, exact. Okay. Et puis, oui, chaque superviseur a ses trucs à lui, mais moi, la première qualité de superviseur ou même d'employé, n'importe quel poste occupe, c'est de travailler en équipe. Jamais, moi, je veux que les gens sentent que quelqu'un veut me piler sa tête ou prendre ma place ou travailler dans mon département ou c'est mon département, c'est moi qui décide. Moi, je veux que ce soit fluide. Je veux que ce soit des zones grises partout. Je veux que tout le monde s'entraide. Je veux que tout le monde... l'harmonie puis le respect de tout ça. Donc, oui, chaque superviseur a des choses à faire, mais chaque superviseur peut aussi aider ou donner des idées. On est une grosse famille, en fait. Puis ça se sent quand on te parle, parce que j'ai remarqué quand même que tu les as nommés. Tu as nommé leur nom tantôt. C'est pas tout le monde qui fait ça. Je leur ai pas demandé la permission. C'est pas tout le monde qui fait ça. Puis ça, je le couperai pour le montage. Je vais laisser leur nom. Non, c'est bien correct. Non, mais on voit que tu... en plus, la belle Carole, là, tu vois que il y a une proximité. Je les aime assez. Ouais. Ça fait 15 ans que je suis là. Puis la belle Carole, entre autres, ça fait 15 ans que je travaille avec elle. Elle était là avant moi. Fait que j'ai un énorme respect pour Carole, mais aussi pour... les 2 autres, puis toute l'équipe, en fait. Moi, c'est ma deuxième famille, c'est eux, hein. Et c'est ça. On parlait un peu tantôt, Valérie, de recrutement, tu sais, puis tu nous disais, en fait, que tu t'en sortais surtout avec les médias sociaux. C'est un peu ça que tu disais tantôt, pour avoir de l'intérêt ou des candidatures. Oui. Est-ce que tu trouves que tu en as quand même suffisamment pour être capable de répondre à tes besoins? Pour le moment... On en veut toujours plus, mais... Oui. Pour le moment, je dirais oui, mais en même temps, si j'avais une plus grosse réponse de candidature, je pourrais me permettre de cibler mes choix. Je ne veux pas dire qu'on prend ce qui nous est donné, mais c'est pas la manne. Hein? Même si je dis que je réussis quand même à tirer mon épingle du jeu, je peux pas choisir nécessairement pour le moment. À travers ces 10-là, je vais prendre celui-là. J'ai pas ce loisir-là. Je peux dire sur 1 ou 2, puis là, 3, puis là, tu cédules 3 entrevues pour commencer, puis il se présente pas. Donc, tu prends le seul sur les 3 qui s'est présenté. Fait que oui, les réseaux sociaux ont comblé ton besoin. Mais est-ce qu'il est comblé comme tu aurais voulu qu'il le soit? Ouais. Je penserais pas. C'est... Puis dans les situations où tu as un peu plus de choix, disons-le comme ça, où tu as un choix à faire, tu sais, je comprends que ça n'arrive pas tout le temps, mais quand tu as un choix à faire, qu'est-ce qui va être le plus important pour toi quand tu vas faire ta sélection, quand tu vas dire, OK, c'est cette personne-là que je vois, là, c'est quoi que tu cherches surtout? C'est drôle parce que comme Michel me disait tantôt, as-tu des choses préétablies pour promouvoir les qualités d'un employé? Moi, j'y vais énormément au feeling. Tu sais, je vais te voir pour la première fois, puis je vais savoir si on va avoir des atomes crochus, si on va avoir du fun à travailler ensemble, si on va se faire grandir mutuellement, je vais le savoir tout de suite. Mais tu sais, c'est vraiment de base, moi, la politesse, la façon dont tu te présentes, l'enthousiasme, ta façon d'être, ta façon de te présenter. Moi, j'aime les personnes dynamiques. Je suis une personne dynamique, donc souvent, j'ai tendance à pas exiger, mais à apprécier cette qualité-là chez les autres. J'aime les gens qui sont créatifs. J'aime les gens qui sont disponibles. Les gens qui font pas de chichi. Les gens qui ont des idées, qui ont des problèmes et qui m'apportent des solutions. Donc, je comprends que c'est pas un processus de 3 entrevues structuré. T'es avec... drôle. T'es tellement drôle parce que quand je suis arrivée là, il y a 15 ans, j'ai bien essayé d'amener toute cette logistique-là chez Benjo. Ça marche pas. Hey, les entrevues de groupe et tout ça, c'était bien le fun à faire. Pour Archambault, peut-être que c'était approprié, mais pour mon magasin, il y a tellement de postes différents, il y a tellement... Puis le processus, malgré qu'on l'a vécu puis qu'on l'a apprécié, qu'on a bien appris de ça, je suis pas certaine que ça en prend tant que ça. Comme je te dis, feeling. Moi, tu sais, jase avec la personne.
Pose-lui des questions sur sa vie, sans être indiscret. Rends ça fluide. Tu vas tellement, tellement voir quel genre de personne c'est, puis si elle va bien fitter dans ton équipe. Tu sais. Ben, c'est sûr aussi que le bassin à l'époque de candidats, il n'était pas le même qu'aujourd'hui non plus. non. Là. Fait que j'assume qu'ils mettaient des outils pour un peu oui, mettre le sablier, ben oui. Ouais, parce que sinon, ça aurait été incroyable. Mais en effet, hein, ça allait changer beaucoup. Puis c'est drôle parce que on se ressemble beaucoup là-dessus, parce que moi aussi, je suis beaucoup dans le feeling maintenant. Puis on en parlait dans nos conférences maintenant. Ce qu'on préconise aux gens, c'est de dire, ben arrangez-vous pour que le décideur soit dans la rencontre. Oui. Tu sais, parce que la personne qui choisit l'embauche le plus possible, il faut qu'elle soit là, parce que maintenant, aujourd'hui, tu peux perdre ton candidat en 2 entrevues. Parce que souvent, il y a plusieurs options devant lui ou elle. Fait que si tu t'étires le processus de façon interminable... Il va se trouver autre chose. Puis il va acquiescer à quelqu'un qui a été plus rapide que toi. Là. On n'a pas non plus ce loisir-là de faire autant d'étapes. C'est trop long. Les téléphones, les références et tout ça, tu sais, bon, oui, c'est sûr que la prise de référence, j'ai pas abandonné ce processus-là. Je trouve que c'est important quand même d'avoir un certain feedback. Puis dans le langage un peu non-verbal, on a souvent appris que quand quelqu'un t'a donné une confirmation d'emploi, ben tu dois pas tant procéder à la suite des choses. Il y a comme du non-dit un peu. Exactement. Hein? C'est ça. Puis, c'est ça. Nous aussi, on le fait, donc c'est ça. Mais quand tu es emballé par un employé puis que tu veux que cet employé-là réussisse, même si c'est pas au sein de ton entreprise, hein, tu vas être de bons mots. Moi, je peux jaser ça. C'est ça. Donc, voilà. Absolument. Puis dans le quotidien, comment ça se passe, mettons, en termes de gestion des employés? Tu sais, on parlait tantôt un peu du côté structuré ou moins structuré. Est-ce que c'est quelque chose qui est structuré chez vous, je dirais, l'espèce de suivi que tu peux faire? As-tu des rencontres ponctuelles, prévues à l'horaire, organisées, structurées avec chaque employé? Comment ça se passe? Alors, j'ai aucune rencontre de prévue avec aucun employé de façon récurrente. OK. Par contre, oui, j'ai des rencontres d'équipe, mais c'est pas toujours la même équipe. Ça dépend du sujet. Si on fait une rencontre pour développer notre site Internet, bon, ben là, je vais être avec Vicky, je vais être avec Alexandre et tout ça. Bon, je vais faire des réunions d'équipe de sujets qui concernent les employés que je vais convoquer. Au niveau des ressources humaines, peut-être c'était plus ça ta question. On fait des rencontres, ben souvent, ça peut être disciplinaire. Là. Si on a un cas à gérer, ben c'est sûr qu'il va y avoir des rencontres disciplinaires. Mais je suis plus du style de gestion spontanée, j'ai un projet, je vais convoquer les gens dans mon bureau là, puis on va en parler là, puis on va prendre des notes, puis on va essayer de faire fleurir notre projet ensemble. Et c'est ça. Sinon, les seules rencontres, en fait, prévues à l'horaire, c'est les évaluations 1 fois par année, qui sont au mois de juin, normalement. Okay. C'est là que c'est prévu. Je rencontre tous les employés pour... j'ai rédigé les évaluations avec Carole avant, puis c'est le temps de faire le point. Mais le point, on le fait à tous les jours. Il y a quelque chose qui va pas, moi je le règle là, puis ou Carole, ou peu importe. J'aime pas laisser traîner les choses ou attendre 1 fois par année avant de te dire beau travail ou mauvais travail, ou peu importe. Moi, je fais du feedback au quotidien. C'est pas prévu à mon horaire, mais c'est naturel de passer et de dire « Hey, good job, t'as vraiment fait quelque chose d'extraordinaire, c'est wow, c'est... » Ou à l'inverse, viens donc 2 minutes, j'ai quelque chose à te dire, tu sais. Fait que c'est ça. Pour reprendre une expression, Mike, que tu dis quand même des fois quand on parle à des gens, tu dis, tu sais, l'évaluation ou le bilan annuel, pour moi, c'est pas un guet-apens. Oui, c'est ça, c'est pas une embuscade. C'est pas une embuscade, c'est ça que tu dis, c'est pas une embuscade. En fait, moi, ce que j'ai retenu, puis c'est drôle parce que ça vient de notre background qu'on partage, Valérie. Moi, je me rappelle qu'on me disait souvent, il n'y a pas de surprise dans une évaluation. Ben non, faut pas. Si tu surprends ton employé dans son évaluation, c'est que tu n'as pas fait ton travail de gestionnaire. Exact. Tu sais, donc, et moi, j'ai beaucoup appris de ça parce qu'en effet, ça doit être, moi, je dis, c'est presque une célébration, dans le fond. C'est qu'on s'assoit puis qu'on regarde l'année, mais dans le fond, le négatif, on l'a traité au quotidien. Fait que là, on regarde ce qu'on fait puis on regarde vers où on va ensemble. Exact. Fait que c'est un moment privilégié. Puis, tu sais, ce que je dis souvent aussi des évaluations, qu'on a tendance des fois comme gestionnaire à oublier, c'est beaucoup plus important pour l'employé que pour nous, ce moment-là. Ben oui. Tu sais, parce que c'est un moment qu'ils ont avec nous. Oui. Puis des fois, je prends un peu de retard. Tu sais, c'est long à rédiger. Je le fais avec Carole parce que c'est important. C'est elle qui transige directement avec les employés et tout ça. Fait que des fois, moi, je fais tous les achats du magasin. Fait que c'est beaucoup de travail aussi. Ah, c'était une de mes questions. J'ai pas beaucoup de temps disponible.
Puis, et je me le fais rappeler par les employés. Ah oui, hein. C'était la date des évaluations l'année passée. Tu nous avais rencontrés le 15. À partir du 15, quand est-ce qu'on va avoir notre rencontre, tu sais? Là, il t'en parle le 16, là. Il commence à t'en parler le Oui, 16. c'est ça. Mais c'est presque ça. Ils ont hâte, Ben oui, c'est ça. tu sais? Fait que, C'est un moment privilégié pour eux, là. oui, Ils tombent à eux seuls, là. exact. Ça doit pas arriver souvent, là. Fait que c'est vraiment un bon... Mais c'est bon signe quand les gens ont hâte à ça aussi. C'est pas, ils n'ont pas peur. Des fois, ils pas... peuvent peut-être avoir hâte à ce qui vient avec, parce que souvent, les augmentations de C'est salaire sont l'augmentation. octroyées en même temps. Il y a Moi, je vois ça. ça qui ont hâte de passer du temps avec moi. C'est bien correct. Ah oui, On va se plaire à dire ça. Oui, c'est ça. J'ai une question qui m'est venue qui m'intrigue parce que dans le fond, évidemment, vous êtes un magasin spécialisé. Hein, vous êtes reconnu comme un magasin spécialisé. Et vous l'êtes là, parce que moi, je consomme des produits que vous vendez. Comment vous fonctionnez pour maintenir votre personnel vraiment à la fine pointe? Parce que il faut vraiment que tu sois, pour pouvoir te targuer un spécialiste, hein, faut que les gens le sentent dans l'expérience client quand ils vont, Tout à fait. qu'ils peuvent faire confiance à la personne. Donc, ça doit être une préoccupation, j'assume, pour toi de t'assurer que tes gens demeurent à la fine pointe. C'est quoi les outils qui sont disponibles pour vous? En fait, moi, j'ai des passionnés. Hein. Moi, j'ai des gens qui sont là depuis l'ouverture du magasin, d'autres pas tant après l'ouverture. Donc, des gens qui sont encore là, qui d'office, par eux-mêmes, s'alimentent de tout. Ils savent, des fois, moi, je fais, comme je t'ai dit, tous les achats. Puis des fois, ils viennent me voir, dire, Valérie, dans un mois, il y a ce jus de société-là qui va sortir. Il faudrait pas que tu passes à côté. Ah, oh, hey, merci. Puis ils parlent de ça. Puis moi, si j'étais toi, j'en commanderais 24. Hey, merci beaucoup. Une chance que j'ai ça. Ça, c'est une chose. Sinon, plusieurs fois par année, surtout à partir de l'automne, moi, j'ai beaucoup de compagnies qui offrent de soit se déplacer en magasin pour former des groupes d'employés sur les nouveautés, ou soit que moi, je paye un petit voyage à mes employés qui aillent soit à Montréal. Là. Ils s'en vont dans une salle, là, repas fourni, tout ça, pour apprendre. C'est surtout au département des jeux de société que ça se fait, parce que c'est là où c'est le plus complexe. Sinon, j'ai mes représentants qui s'offrent aussi à venir en magasin tout au long de l'année, dire, tu veux-tu que je prenne un peu de temps avec tes gens sur le plancher pour les former sur telle affaire. Donc, c'est ça. Puis ils doivent triper quand c'est j'imagine, hein, les gens qui... Quand t'aimes les jeux de société puis que je dis, OK, c'est la formation, tu vois ce qui s'en Hello 307, vient. OK. Je suis disponible. Je suis disponible, ils jouent toute la journée, ils mangent des buffets, puis ils sont tous contents. Puis moi, ça fait mon affaire aussi, parce que oui, ça coûte le petit voyage à Montréal, puis tout ça, mais ça leur fait plaisir, de un. Puis de deux, comme j'ai dit tantôt, si tu sais pas de quoi tu parles, tu vas te cacher. Si tu sais de quoi tu parles, tu vas avoir envie d'en parler. Fait plus les employés sont formés, puis, mieux c'est pour moi. Puis quand je reçois mes catalogues, moi, je fais tout le temps venir le monde dans mon bureau. Oh, regarde ça, puis là, ça va sortir, ça s'en vient, puis comment t'en commanderais, toi? Tu crois-tu en ce produit-là? Puis c'est, puis ça, puis on échange comme ça. Fait que ça aussi, c'est une formation, tu sais. Les personnes s'intéressent à ce que j'achète pour pouvoir mieux le conseiller, donc... Parce que moi, j'ai un petit peu cette maladie-là, d'aimer les jeux de société. Là. Oui. Et en effet, c'est une clientèle particulière parce qu'en effet, quand tu aimes les jeux de société, en principe, c'est la complexité des jeux, surtout que des jeux adultes, là, c'est rendu assez haut niveau. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je vais vous faire une confidence. Je déteste les jeux de société. Et c'est la raison pour laquelle... J'ai des gens extraordinaires en magasin qui connaissent ça. Je les écoute parler, puis je me dis, mais comment tu peux faire pour t'installer pendant 6 heures puis jouer à des jeux de société? Ça me rentre pas dans la tête. Parle-moi des poupées, parle-moi des Legos, parle-moi de Playmobil. Oh, hey, je vais avoir les yeux ronds comme des jeux de société. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Toi, t'as mieux la machine à toutou là, que tu remplis. Je sais pas comment vous l'appelez. J'ai vu l'autre fois à la télé. Oui, là. le petit à Canal Évasion. Ouais, c'est ça. C'est la machine à bourrer des toutous. C'est ça. Ouais. C'est quand même quelque chose. J'adore ça. Puis quand j'achète des jeux de société, là, je fais venir là, Randy, je fais venir toutes les Ouais. là, où les représentants me viennent. Puis là, ils arrivent dans mon bureau avec leurs grosses valises, toutes les nouveautés, puis ils veulent jouer. Je dis non, ouvre-la même pas, ta valise, là. C'est moi, c'est sûr, tu vas me sortir des dés, puis je vais venir les yeux un peu croches, puis je vais dire, ouf, je le teint long, là. Ça me tente pas. J'aime pas ça. C'est pas ma... Ça fait que c'est drôle, hein. Je les achète, mais je fais tellement confiance à tous mes bons conseillers. Ben oui, c'est ça. Fait que...
Fait que toi, si tu disais à tes employés, je m'en vais à Montréal me faire former en jeu de société, ils vont dire non, c'est pas toi. Non, c'est ça. Ça marche pas, Valérie. C'est clair. Hein, je me proposerai jamais. Non, c'est vrai que c'est un domaine particulier. Puis c'est vrai que, tu sais, les jeux maintenant, c'est tellement rendu complexe. Ça. Les extensions, puis tout. Alors, je ne comprends rien du tout. Mais l'important, c'est que j'en aille sur mes tablettes. Puis que les gens les choisissent. Absolument. Ouais, puis que tu aies les bons jeux, mais tu es bien entouré pour être conseillé. Mais 100% confiance. Oui, c'est ça. C'est quoi, tu penses, qui est. Mettons, si tu avais une perspective d'avenir au niveau de quelle sera ta prochaine innovation, soit en catégorie de produits, tu penses, ou c'est quoi la nouveauté qui risque d'arriver dans ton domaine, selon toi, dans les prochaines années? Est-ce quelque chose que vous percevez, vous dites, OK, il faudrait qu'on se positionne là, parce que j'assume que tu t'inspires de d'autres magasins dans le monde? Je m'inspire de d'autres magasins. Je te dirais que le site Internet a tellement pris d'expansion dans la dernière année que mon prochain projet, c'est vraiment de continuer de le maximiser, mais aussi, puis ça a l'air nono à dire, mais ergonomiquement, de l'installer dans mes murs. Parce que là, on a fait ça, OK, aujourd'hui, on a tant de commandes, là, on n'a pas de place, puis là, on a fait ça vite dans la dernière année. Moi, j'ai des gens qui y travaillent, puis je veux que ce soit top-notch. C'est important tu sais, Black Friday, là, je vous cacherai pas qu'il y a des jours où j'ai eu envie de me mettre en petite boule dans un coin, puis de dire... Moi, je ne rentre plus. Moi, rester chez nous. Je m'en vais jouer à des jeux de société chez nous. Ouais, non, c'est ça. Carole, je rentre pas. C'est ça. Même-moi une maladie. Même-moi l'horaire. Mais on a été comme... c'est un beau problème, là. Mais... On a réussi, mais on était un peu dépassés par les événements. Mais comme je vous dis, on a réussi. Mais on aurait pu réussir encore mieux, encore d'une façon plus rapide, puis peut-être en essuyant un peu moins quelques larmes au bout de 8 jours en ligne, pas de congé, pas de ça a été vraiment... Fait que je me suis dit, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Faire en sorte que physiquement, le magasin, en consultant tous les gens qui y travaillent, c'est quoi toi ton irritant quand tu fais ça, la cueillette, quand tu fais ça, quand ça te... Tu sais, tout ça. Puis on va se faire des beaux plans, puis c'est ça, mon prochain projet. Ben, écoute, c'est drôle parce que cette semaine, j'avais une réunion au travail et puis une assemblée générale, puis un client qui demandait, il dit « Pourquoi vous avez changé la disposition des produits dans l'épicerie? » Oui. Puis on parle d'un IGA, là, quand même, d'une grosse épicerie. Et la réponse classe a été pour faciliter le picking pour les commandes en ligne. Imagine, les gens pensent pas à ça. Non, parce qu'il dit on était peu ergonomique, puis les gens faisaient beaucoup de pas pour rien. Puis moi, je me rappelle, j'avais eu une formation à un moment donné sur le lean management. Puis ça m'a marqué. Tu sais, les formations, tu retiens des petites choses, hein, pas toutes. Puis il y a quelqu'un qui avait dit, je sais pas si c'est vrai, mais ça frappe l'imaginaire. Il dit, quand vous pensez à vos employés, un poste, une scène. Un poste, une scène. Fait qu'il dit, diminuer le plus possible les pas que vos employés ont à faire pour accomplir leur travail. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'ils font un pas de trop, c'est une scène de trop. Oui. Fait que ça m'avait marqué. Oui. Fait que ça, c'était intéressant. Puis, un pas, une scène, puis un pas de trop, l'écœurantite aiguë, elle peut s'en venir aussi. Tu sais, moi, j'ai vu moi-même et d'autres employés, tu sais, être comme sur le bord, là, de dire, hey, regarde, je décroche mon tablier, plus capable. Ah oui. Ben, moi, je veux éviter ça, puis je veux les consulter pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça nous réarrive. Comme je dis, c'est un beau problème, mais je veux pas que ça devienne une catastrophe. Tu sais, je veux que ce soit maximisé intelligemment, puis je pense que les meilleures personnes pour décider de tout ça, c'est eux qui travaillent là à longueur de journée. Fait que ça va être là-dessus que la prochaine année que toutes les énergies vont être mises. C'est intéressant. J'aurais pas pensé à ça. Quand tu parlais d'organisation physique, je sais pas comment tu l'as dit, mais c'est un peu ça. Mais moi, dans ma tête, évidemment, je suis pas dans votre domaine, fait que je connais moins ça un peu là, dans le détail, mais je voyais la salle d'expédition, où ce que tu emballes, puis t'étiquettes, puis moi, c'est ça que je voyais. Mais là, ce que je comprends, c'est que c'est l'ensemble du magasin. Il faut que ce soit pensé en fonction de ça. Puis le picking, comme vous dites, hein, c'est ça. Là, ça a de l'impact partout. C'est drôle, j'aurais pas... Quelqu'un qui connaît moins ça, t'as pas le tendance à penser comme ça. Non, c'est ça. Puis toi, tu dis, moi, je fais une commande Internet, mais... Puis c'est ça, je dis souvent, les clients sont pas au courant que c'est un humain. Ben oui, ils le savent, mais tu zappes. Hein, quand tu fais payer Visa, PayPal, blabla, tu zappes cette portion-là que c'est des humains qui vont aller dans le système informatique, qui vont imprimer ta commande, qui vont partir avec le papier, avec leurs jambes, qui vont aller
pick-upper le stock en magasin. Sur les mêmes étagères que où moi je magasine. Exact. Ça, c'est pas tout le monde, par contre. Moi, j'ai un entrepôt qui est quand même assez petit pour la grosseur de magasin. Alors oui, moi, mon entrepôt, c'est le magasin. J'ai un entrepôt de 2000 pieds carrés, là, mais j'ai 25 000 pieds carrés de magasin. Fait que l'entrepôt est quand même le magasin. Mais c'est ça, c'est un humain qui va y aller. Puis des fois, cet humain-là, il travaille 15 heures par semaine. Fait qu'il va-tu perdre une demi-heure à trouver le casse-tête 500 morceaux de la Reine des Neiges? Si le casse-tête, il est pas bien placé, puis il est pas placé d'une façon logique, tu viens de perdre une demi-heure. Lui, il vient d'être écœuré. Ça fait une demi-heure qu'il cherche la Reine des Neiges, puis il est plus capable. Fait que c'est un paquet de choses qui fait en sorte que... Et t'as raison quand tu dis les gens comprennent pas, parce que je me rappelle quand j'étais à Coopsco Sainte-Foy, on avait introduit les commandes en ligne pour les livres scolaires. Puis l'enjeu qu'on avait, il a fallu qu'on donne des paramètres parce que les gens étaient dans leur cours. Puis là, ils disaient, OK, je vais acheter le livre tout de suite sur mon téléphone, que mon professeur vient de me dire d'acheter, puis je vais descendre au magasin, aller le chercher, il est déjà payé. Mais nous, on l'avait pas ramassé sur le plancher, on n'avait pas eu le temps parce que il a fallu mettre des paramètres, dire non, c'est le lendemain, venez chercher votre commande. Oui, 24-48 heures, les jours ouvrables, il y a des horaires. Puis... C'est pas Amazon ici avec des robots qui vont chercher. Là, non, y a comme puis des même Amazon, je veux dire, il y a quand même un petit délai pareil. Là. Tu peux pas commander dans le parking puis rentrer. Non, c'est ça. Exact. C'est ça. Non, c'est intéressant. Qu'est-ce qui explique, d'après toi, le succès flagrant de votre site Web? Écoute, c'est une super bonne question. En fait, nous, on a un site Internet depuis quand même une bonne dizaine d'années. On l'a refait faire 3 fois. Et juste avant la pandémie, je l'ai refait faire pour qu'il soit plus user-friendly, pour qu'il soit plus performant, pour un paquet de raisons. Moi, je vous cacherai pas que je suis techno-nouille dans toutes ces affaires-là. Fait que là, je dis ça, là, ça a l'air bien intelligent, mon affaire. De l'air super visionnaire. J'ai ma belle Vicky qui s'occupe de tout ça, puis on s'en vient super bon. Tu sais, moi, j'ai une application sur mon téléphone qui est Page, que ça s'appelle. Dans le fond, c'est Messenger. Moi, les clients m'écrivent 24 heures sur 24. Puis ça bip sur mon téléphone. Vicky aussi, qui travaille au marketing. On leur répond et tout ça. Puis bon, ça a commencé à faire quand même... Ben là, maintenant, on a engagé une compagnie c'est un robot qui va faire ça pour nous, mais c'est nous qui avons établi toutes les questions, les réponses. Hey, c'est génial. Ça va me donner plus de temps à Vicky. On va pouvoir se concentrer sur le site Internet. Mais oui, mon site, je l'ai refait faire. C'est très technique. Je pourrais pas t'expliquer, mais il est bon, mon site. Je suis contente. Il est bon, puis tu as un bon site. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, moi, c'est parce que j'assume... Parce que, tu sais, en fait, quand tu tombes en ligne, ta compétition est beaucoup plus large que la compétition que tu retrouves sur la rue Saint-Joseph ou sur le boulevard Charest. Là, donc, cette compétition... Qu'est-ce que tu penses... Parce que je ne pense pas que ça a de lien avec nécessairement ce qu'on ne voit pas du site. C'est plus, qu'est-ce qui distingue? Qu'est-ce qui fait que les gens ont dit, moi, je vais prendre ma décision, je vais acheter là au Black Friday parce que j'ai googlé puis je suis tombé là. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que les gens ont décidé d'être là? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans votre site? Est-ce que votre façon de gérer la clientèle à qui vous livrez, c'est différent? Y a-t-il quelque chose? L'achat local, je sais pas. Alors, t'as le gros de la réponse, là. L'achat local, c'est sûr que dans la dernière année, ça a été un peu le mot de Cambronne, hein? Donc, les gens googlaient. J'ai un super bon référencement sur Google. Ça fait partie aussi des actions qu'on a posées parce que, tu sais, tu vas chercher, je sais pas, n'importe quoi, la dernière paire de running ASIC, qu'est-ce que tu vas faire? Tu iras pas sur le site de ASIC. Tu vas aller sur Google, puis la compagnie qui a payé le mot ASIC un petit peu plus cher pour sortir en premier, ben moi, je peux vous garantir que c'est hyper rentable. Ça, on a fait ça. Mais oui, l'achat local, ça a été... fait que les gens googlent ce qu'ils veulent. On sort souvent dans les premiers, mais ils nous choisissent parce qu'on est une entreprise québécoise. Mais moi, j'ai plein de clients à Toronto, j'ai plein de clients en Colombie-Britannique, en Alberta, Nouveau-Brunswick. C'est fou, des clients réguliers qui achètent chez nous souvent. Puis pourquoi ces gens-là achètent chez vous? Je crois aussi que, premièrement, on a une super bonne rapidité de traitement de commandes. Ça, c'est important pour moi de faire, tu sais, logistiquement parlant, de faire rentrer les gens super tôt le matin pour que nos cueillettes, on dit 24-48 heures, sont toujours prêtes dans la journée même. Les clients commencent à le savoir. C'est un service qu'on offre. Sur la facture, on écrit à la main un beau merci avec un petit bonhomme sourire. Tu sais, c'est niaiseux, tu vas dire. Mais quand tu reçois ta commande Internet chez toi, que tu la déballes, tu te rends compte que c'est un humain qui l'a emballé. Pour moi, j'ai fait dans la dernière année des commandes Internet moi-même. Puis ce genre de petits gestes-là, je trouve que ça humanise le truc. Ouais, ça peut faire la différence.
Dirais-tu qu'il y en a qui achètent chez vous aussi parce que vous avez des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs? Il y a ça aussi. Oui. Hey, Steven, t'es bon, toi. Hein? Il trouve toutes les réponses. Finalement, je n'ai pas besoin d'être oui, ici. hein, c'est bon. Fait que Steven, tu sais pas, mais tu es en entrevue présentement. Oui, c'est ça. Ouais, On c'est inverse ça. les rôles. Moi, je pourrais chauffer le train. Moi, je pourrais... Oui, tu absolument, pourrais. absolument. Avec la casquette. En fait, oui. Tu sais, moi, je voyage au moins une fois par année. Je vais à New York faire le Toy Show, qu'ils appellent. Et c'est là où toutes les nouveautés... tu sais, je suis là à peu près 3-4 jours. Et c'est là où toutes les nouveautés nous sont présentées. Mais c'est là aussi où tu trouves des produits. Si tu cherches bien et que tu fais bien ton boulot, il y a des petits bouts, des fois, cachés dans le sous-sol où que tu dis « Hey, wow, c'est quoi ce produit-là? » Puis là, tu creuses un peu plus, tu prends la documentation, puis finalement, tu réussis à ouvrir un compte, à dealer ton transport, puis tu as ce produit-là, mais t'es pas mal tout seul à l'avoir. Ça durera pas longtemps. Il y a des gens qui viennent faire la compétition chez nous, puis c'est fair play, là, tu sais. Mais oui, on s'efforce d'avoir des affaires originales, puis d'avoir aussi toutes les nouveautés. Souvent, les geeks de jeux de société, ils vont la vouloir, la dernière extension qui est sortie. Fait qu'arrange-toi pour l'avoir quand la date de sortie est tombée, puis... Tu sais, c'est ça. C'est un... Oui, on regarde les dates. Oui. Je sais, les Lego. Tu sais, moi, je suis réputée, je pourrais dire au Québec, peut-être je pourrais même dire plus, mais je serais pas prétentieuse, pour avoir des Lego difficiles à trouver. C'est très vrai. Et écoute, Michel, ces Legos-là, tu sais, le Faucon Millennium, là, à 900 $, là, je te dirais pas combien j'en ai vendu, mais il est tellement dur. Hey, moi, je peux sur le clou, hein. Je pense que j'écris à Lego à tous les jours pour dire, écoutez, j'en ai 12 en BO, il faudrait que vous me les chipiez. Puis j'ai des Legos, c'est ça, super rares. Puis là, on est devenu vraiment la destination pour c'est sûr. les Legos difficiles à trouver. Ayant un enfant qui adore les Legos, là, je sais que vous êtes vraiment, vraiment... c'est sûr que vous êtes l'endroit à aller là, pour tout. Puis je vois des choses chez vous que je ne vois nulle part ailleurs. Non, mais c'est drôle parce que c'était une question que je n'aurais pas amenée d'emblée dans le balado, là, mais je me posais vraiment la question comment vous faisiez pour être si distinctif au niveau des Legos, qu'il faut le dire, c'est un domaine là, où la rareté, il joue beaucoup là-dessus. Hein, tu sais, c'est très... il y a des choses que tu vas voir, comme tu disais, tu vas voir un bout de temps, après ça, tu le vois plus, c'est un bon exemple, là. Entre autres, là, c'est surtout des gros, hein, moi, j'appelle presque des trophées, là, ça devient pour adultes à ce moment-là, pratiquement. Écoute, il y a des trucs, là. Puis, tu sais, quand je vais à New York, là, une fois par année, là, Lego, là, leur boot est fermé complètement. Tu sais, il y a une guest list, puis tu vas pas là comme... non, c'est très, très sérieux comme protocole pour pouvoir rentrer et tout ça, là. Fait que... Puis il y a des classifications d'acheteurs sur Lego. Fait que nous, on est hors, donc on a la chance de pouvoir commander des trucs qui peuvent pas se retrouver nécessairement à grande échelle. Je dis pas que je suis la seule à pouvoir les commander, mais même Toys R Us peut pas. C'est des trucs qui sont réservés aux boutiques, mais aux boutiques qui ont un certain niveau d'achat ou de vente, donc... Oui, c'est complexe. C'est comme un domaine qu'on connaît tes échelons. Ah oui? Oui. C'est bon, ça. C'est intéressant. Fait que pour gagner tes échelons, ils te font jouer à des jeux de société. Puis non. Parce que j'aurais pas de Faucon Millennium. C'est intéressant. C'est un monde qu'on connaît moins. Hein, des shows de... Wow, c'est intéressant, ça. Comment tu dirais, Valérie, comment tu qualifierais, mettons, là, je te demande pas de parler de chiffres précis. Là, je comprends que vous êtes une entreprise privée, puis c'est pas là que je veux aller, mais en termes, mettons, de pourcentage de vente, le commerce en ligne par rapport au commerce en présentiel, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Là. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Je te dirais... Avant la pandémie et aujourd'hui, mettons. Comment ça... je te dirais que c'est pas mal 50-50. Quand même? Oui. Ah oui? Oui. Oh, oui. Je ne veux pas te dire n'importe quoi. Là. 60-40, peut-être 40% web, 60% physique, là, en magasin. Oui. Puis ça peut faire ressembler à quoi, mettons, il y a 2 ans? Oh. Ça va rien à voir avec ça. Rien à voir du tout. Hein? Non. Je te dirais 20-80. 15-75, faut pas que je dise n'importe quoi. 85. J'allais dire 15-75. 15-75. Je te dis, on parlera pas de chiffres, puis je t'incite à en dire. Là, il manque un petit 10% quelque part. Ça, c'est drôle. J'ai plein de questions. Là. Je vais en poser des peut-être moins faciles à répondre, mais tu sais, écoute, on vient de tomber sur une table de questions intéressantes. Là. Mais je veux juste savoir ta perspective dans le temps. Là. Oui.
Parce que là, on parle de 60-40. Oui. Ça risque de grandir. Oui. Comment tu vas faire évoluer l'esprit et la culture de Benjo dans une entreprise qui risque de se dématérialiser avec le temps? Est-ce que tu as une idée de la stratégie que tu entends prendre? Ben, écoute, moi, je veux pas... je veux continuer de faire... je sais pas si ça va répondre à ta question, mais je veux continuer de faire de Benjo une destination. Donc, de remettre sur le tapis toute mon animation, la magie de Benjo, ça, pour moi, c'est un incontournable. Mais je me suis posé la question à savoir, est-ce que je diminue la superficie du magasin pour payer moins cher de loyer? Mais je dis au web de reprendre la place. Puis non, je ferai pas ça. Je ferai pas ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quoi qui nous différencie des autres commerces? J'en nommerai pas, mais il y en a plein qui ressemblent plus à des entrepôts mais moi, c'est pas ça c'est pas ça ma philosophie d'entreprise, c'est pas ça l'essence de Benjo. Benjo, c'est une longue histoire, puis c'est quelque chose que j'ai tatoué dans le cœur, puis quand les gens viennent, tu vois qu'ils viennent chez Benjo pour passer du bon temps en famille, puis moi, j'ai besoin de ça, c'est ça qui me nourrit. J'aime bien le web, je suis bien contente de l'avoir parce que ça remplit le compte de banque, le cash flow, puis ça fait rouler l'entreprise, puis on est super content. Mais en même temps, Benjo, c'est pas ça. Benjo, c'est une place où tu as du fun, c'est une place qui est différente, c'est une place où les enfants peuvent jouer, peuvent avoir du plaisir, peuvent courir partout. Tu sais, moi, j'ai pas de pancarte, ne pas toucher, là. Tu viens ici, puis tu sais, have fun, là. C'est ça. Fait que tu crois encore beaucoup au brick, on dit en anglais brick and mortar, brick et mortier, tu y crois encore? Oui. Valérie, on approche tranquillement à la fin de la rencontre déjà. Oui. J'aimerais ça te poser la question suivante. On a parlé un petit peu de la vision vers où vous en allez, mais mettons, toi, en date d'aujourd'hui, où tu vois l'entreprise dans 5 ans? Où est-ce que vous allez être rendu dans 5 ans par rapport à aujourd'hui? Alors, moi, je suis visionnaire, mais pas au jour le jour, mais oui, il faut avoir des projets. J'aimerais bien que d'ici 5 ans, il y ait peut-être une deuxième succursale qui pousse à quelque part, qui serait pas nécessairement un copier-coller de ce que j'ai actuellement. Donc, je réfléchis, j'ai le temps c'est ça, d'être créative dans ma tête, mais j'ai des petites idées déjà arrêtées. Fait que c'est peut-être que ça va voir le jour, mais ce serait ça. J'aimerais beaucoup... je veux pas déménager parce que j'ai déjà aussi réfléchi à ça. Est-ce qu'on va dans une artère qui est plus facile, le stationnement, il y a le tramway qui s'en vient, bon, tout ça, hein, ça fait réfléchir. Mais non, je veux rester là, je veux rester dans le quartier. Je trouve que c'est une belle image de mettre un magasin familial dans ce quartier-là, puis de partir, pour moi, ce serait hyper triste. Fait que je veux pas partir de là, mais pourquoi pas faire des petits... On va suivre ça avec intérêt. Oui. Ouais, c'était vraiment inspirant comme rencontre, Valérie. Puis, moi, je vois que tu n'as pas changé, en tout cas. Non. Définitivement. Puis, je pense que c'est... En fait, c'est des bonnes nouvelles pour ta clientèle, comme je te disais. Puis, je pense que tes visions sont à la bonne place. Puis, sont centrées sur ton désir premier de t'occuper de ta clientèle, mais aussi de t'occuper de ton équipe pour qu'ils s'occupent de la clientèle. Moi, je sens beaucoup ça dans ce que tu as dit. Puis, je trouve que c'est une belle recette pour ton avenir. Là. Sans eux, sans mon équipe... je serais pas où je suis actuellement. Je leur voue un immense respect. Puis, tu sais, pour moi, c'est ça. Je serais pas là s'ils étaient pas là. Fait que c'est un beau travail d'équipe. Ouais, puis on le sent. On te connaissait comme quelqu'un de passionné. Oui. Puis ce que je constate, c'est que tu t'entoures de gens passionnés aussi dans ton équipe. Ça transparaît beaucoup dans ce qu'on a jasé aujourd'hui. Là. Je suis extrêmement reconnaissante envers tout ça, envers cette belle aventure Benjo. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci beaucoup. Les garçons, merci. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien avec Valérie Hamel. Pour en savoir davantage sur nos projets futurs, visitez-nous au garneauferland.ca ou abonnez-vous tout simplement à notre page Facebook. Merci beaucoup. À la prochaine.